bienvenue sur la chaîne de Média Espérance. Aujourd'hui, on accueille un grand homme, Claude Lacaille. Bonjour Claude. Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir, moi aussi. Comment ça va? Ça va bien. Super. Alors Claude, il a fait ses études pour être prêtre, puis tu as choisi de t'orienter pour devenir missionnaire. Oui. Tu as passé 20 ans en mission en Haïti, en Équateur et au Chili, Oui. au cœur des bouleversements de ces peuples, entre autres. Oui. Et puis, depuis une quarantaine d'années, tu as poursuivi ta vocation de missionnaire ici, au Québec. Auprès des personnes handicapées, des aînés, des jeunes, des Premières Nations, et puis plein de personnes qui travaillent pour la justice sociale. Oui. Donc, c'est au travers de tes actions, en te faisant proche des gens, que tu as pu tisser des liens puissants d'amitié, fraternels même. Et puis, avec de nombreuses personnes, des organisations. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais que tu me parles aujourd'hui, à travers ton passage au Québec, comme ailleurs. Moi, je te connais depuis assez longtemps, Claude. Oui. Toute petite, c'est toi qui m'as baptisée à l'âge de 1 an. Puis, plus qu'un ami de la famille, je te considère comme mon 3e grand-papa. Alors, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait beaucoup plaisir. Après 2 décennies à l'étranger, en mission dans les pays du Sud, tu es venu poursuivre ta vocation dans la société québécoise. Quasiment comme une antithèse, les mots missionnaire et Québec se confrontent un peu dans la tête des gens. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que fait un missionnaire au Québec? Oui, c'est une bonne question que tu me poses, Florie. Les gens ici n'ont pas l'idée qu'on peut être un pays de mission. Parce que dans l'idée que les gens ont de la mission, c'est qu'on allait aider les gens qui étaient pauvres, qui étaient démunis, etc. C'était une mission un peu paternaliste où on prétendait qu'on allait les aider. Bon, on a pu aider un peu, j'imagine que ça a servi à quelque chose, mais j'ai réalisé quand j'ai vécu 20 ans en Amérique latine, avant de venir ici, que la mission, ça va dans tous les sens. La première mission de l'Église, c'était les apôtres qui sont partis de Jérusalem, qui sont partis de la Palestine, puis sont allés vers l'Empire romain. C'était les pauvres qui évangélisaient le pouvoir. Nous autres, on faisait le contraire. C'était les gens qui étaient au pouvoir, les gens qui étaient riches, qui allaient évangéliser les pauvres. On pensait qu'on avait la bonne solution. Alors, il y a toute une remise en question qui fait que les gens sont toujours surpris quand tu dis « je suis missionnaire au Québec ». Ils sourient en voulant dire « c'est une blague ». Mais c'est pas une blague. C'est vrai. C'est vrai, parce que nous avons ici à prendre conscience que notre société, telle qu'elle est bâtie, elle est la cause de beaucoup de misère dans le monde. Je pourrais donner bien des exemples, mais je vais te donner juste un exemple. Le Canada est un pays qui a énormément de mines un peu partout dans tous les continents. Les compagnies minières, c'est quelque chose qui détruit l'environnement, qui détruit des villages complets, qui s'imposent un peu partout, qui ont des polices secrètes, etc. Ça défait des communautés un peu partout. Si on veut faire le bien avec nos mines, il faut contrôler ce que les mines font là-bas. Alors, on oublie ça, puis on dit, on est allé les aider. Ils sont allés chercher du minerai, puis ils s'en viennent avec ça chez nous, puis on les appauvrit. Alors, c'est juste un exemple. Ça pourrait être comme ça dans beaucoup de choses. Alors, la mission ici, c'est de découvrir, à travers les événements qui se passent, découvrir un peu qu'est-ce que c'est qui fonctionne mal dans notre société, qu'est-ce qu'il faut changer. Qu'est-ce qui cloche? Oui. Et c'est une mission qui est difficile. Ben oui. Qui s'arrêtera jamais, sûrement. Non, ça ne s'arrêtera jamais. Et je pense que mon choix, c'était de travailler avec la jeunesse. Parce que quand tu es rendu à un certain âge, tu as été tellement endoctriné par les médias et tout ça, que tu as de la misère à voir les failles qu'il y a dans... Les gens ils pensent qu'ils sont dans un beau pays parfait. Mais non, on a plein de choses à corriger. Et alors, la jeunesse, eux autres, les jeunes, ils veulent changer le monde. Ils sont éveillés à tout ce qui se passe dans le monde. Mon expérience, c'était ça. C'est par la jeunesse que les choses vont changer. T'as raison. J'espère. Ben oui, j'espère aussi qu'on va avoir une bonne relève.
Mais c'est parce que la relève, elle est là et il faut l'accompagner. Mhm. Nous autres, les aînés, on est une société vieille ici. On est plein de vieux puis de vieilles, mais on a un avantage, c'est qu'on a vécu. Et les erreurs qu'on a commises, on les connaît. Mhm. Et on pense qu'en faisant une alliance entre les jeunes et les vieux, on partage le dynamisme des jeunes puis l'expérience des vieux. Changer le monde, là, ça ne se fait pas dans une année. Non, t'as raison. Puis on beau lutter, on lutte sur des choses bien, bien concrètes, puis pour l'environnement, puis tout ça. Et il y a des défis énormes, mais on va se péter le nez, on va avoir des échecs, c'est très dur. Et ça prend plusieurs vies avant que les choses changent. La Révolution française, c'est en 1700. Puis c'est pas encore appliqué. Liberté, fraternité, Égalité. égalité. Alors, changer le monde, ça prend du temps, ça prend plusieurs générations. Puis quand on est bien ardent, on est bien jeune, ben, on s'engage, puis à un moment donné, on a des échecs, puis on se décourage. Mhm. On est là, les vieux, pour vous dire non. On ne se décourage pas, il faut tenir le coup. Trois chemins. Oui, puis on continue. Ouais, c'est bien dit. C'est une façon de voir les choses. Hmm. L'automne dernier, tu as publié ton deuxième tome autobiographique intitulé Affronter la bête. Aïe, aïe. Est-ce que tu peux nous parler d'un peu du choix du titre? Qui est cette bête? Oui, mais ça, c'est c'est une chose que les gens n'ont pas compris. Ouais. Hein? Ben, affronter la bête, c'est quoi ça? C'est qui ça? Qu'est-ce que ça vient faire dans une autobiographie d'un missionnaire? Mais c'est parce que dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle l'Apocalypse, qui est très mal compris. C'est un livre qui présente des bêtes, des monstres. C'est la mode des monstres aujourd'hui, les dragons, puis tout ça. Bon, ben, ça fait longtemps que c'est la mode. Alors, dans l'Apocalypse, il y a des bêtes, des monstres qui dévorent des peuples. Ça représente les empires, puis les ennemis qui sont venus, puis qui ont détruit un pays, puis etc. C'est sous forme de bêtes qui surgissaient de la mer, puis qui venaient de dévorer un peuple, et puis là, ils opprimaient les gens. C'est une façon de parler de l'oppression. Mhm. Et la bête de l'Apocalypse, c'était l'Empire romain. Ok. Les gens qui luttaient contre l'Empire romain, il y avait des esclaves, il y avait beaucoup de gens qui souffraient. Ces gens-là, ils voyaient l'Empire romain comme une bête qui dévore les peuples. Alors, on en a une bête comme ça, nous autres aussi. Puis, c'est pas un pays, c'est un système. Ouais. Un système qui est basé sur l'argent, Capitaine. qui s'appelle le capitalisme. Mhm. Et, les gens ils disent, ah ben oui, mais les communistes, c'est pas mieux. Mais non, mais c'est parce que il ne s'agit pas de choisir en deux mots. Le problème, c'est que l'argent, c'est un dieu aujourd'hui. Mhm. Les gens, ils ne vivent que pour ça, à tous les échelons. Alors, si on n'affronte pas cette bête-là, on passe à côté. Alors, c'est symbolique. Mais affronter la bête, ben, nous autres, on est dans le ventre de la bête ici. Parce que c'est nous autres qui avons le pouvoir. Les pays du G7, là, les États-Unis, le Canada, c'est main dans la main, ça. Mais l'Europe aussi, c'est ces pays-là qui gouvernent le monde, qui dirigent le monde. Puis, si on veut changer les choses, il faut s'attaquer à cette chose-là qui est la dictature de l'argent. Ouais. C'est pas l'argent qui mène, c'est le bien du peuple. On veut avoir un monde qui est uni. Hein? Alors, affronter la bête, si on n'affronte pas la bête, on passe à côté. Ça mènera à rien. Ça mène à rien. Mhm. On va faire de la religion, on va faire des prières, on va faire des cérémonies. C'est bien beau. Je ne suis pas contre ça. Mais c'est pas ça qui va changer le monde. Non. Ce qui va changer le monde, c'est la solidarité. Que les gens se mettent ensemble, que les gens s'entraident, qu'on ne fasse pas de discrimination, que tous les peuples aient leur place sur la terre. Là, regarde, tu as des millions de personnes qui sont réfugiées, qui cherchent des pays, qui essayent d'entrer en Europe. On leur ferme les frontières, on ferme la frontière des États-Unis, on ferme la frontière du Canada. La terre est à tout le monde. Mhm. Alors, c'est là qu'il faut travailler. C'est vrai. Et ça prend de l'indignation. Si tu n'es pas indigné, parce que tu ne vois pas ce qui Ouais. les gens ne sont pas indignés, ils disent « Oh, t'es un beau pays, nous autres, on est chanceux. Mon Dieu qu'on est chanceux. Ah oui, on est bien chanceux. » Et commence à regarder ce qui se passe autour de toi, tu n'es pas si chanceux que ça. Non, c'est ça, en effet. Hein? Alors, affronter la bête, je trouvais que ça disait exactement ce que je voulais exprimer dans la mission ici. C'est que c'est pas juste de changer le monde pour le changer le monde, c'est de changer le monde pour que ça soit plus humain,
que tout le monde a sa place dans notre société. Même dans les sociétés riches, on a plein de pauvres, on a plein de gens marginalisés. Ce qu'on a fait à nos Autochtones, c'est absolument indicible. Alors, ouvrons les yeux, puis travaillons. Vraiment, vraiment. Très bon choix de titre. C'est bien, oui. Oui. Tu mentionnes également dans ce livre que tes 20 années en Amérique latine du Sud ont été une prise de conscience pour toi, un peu comme une formation pour justement ton action de missionnaire au Québec. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là? Oui, bien, c'est vraiment ça que j'ai découvert après coup. Après coup. Comme tout le monde, je m'en allais en mission. Je voulais être missionnaire, je rêvais depuis que j'étais enfant. J'avais des modèles que j'avais, des livres que j'avais lus, tout ça, des gens que j'avais admirés. Et ici, à Trois-Rivières, des gens que j'avais admirés aussi. Puis je me disais, je veux être missionnaire. Bon, j'avais 6 ans quand j'ai décidé d'être missionnaire. Je ne savais pas trop tout ce que c'était, tu sais. Mais je rêvais. Bon, les enfants, ça peut rêver. Et puis, je suis parti pour Haïti. Je ne savais même pas où c'était Haïti. Ils m'ont dit, tu vas aller en Haïti. Bon, je suis parti pour Haïti. Je ne connaissais rien d'Haïti. OK. Je savais juste qu'il y avait un méchant dictateur qui s'appelait Duvalier. C'est tout ce que je savais. Franchement. Je suis arrivé en Haïti, puis on m'a placé dans une paroisse de taudis, de 100 000 habitants, des cabanes de carton. Puis bon, c'était vraiment là, l'extrême pauvreté. J'ai jamais vu de misère comme ça nulle part ailleurs. Okay. C'est le quartier aujourd'hui de Martissan qui est le quartier le plus pauvre et le plus violenté d'Haïti. C'est là que sont les gangs les gangs de rue, les gangs armés qui paralysent le pays. Et les gens vivent l'enfer. J'ai passé 4 ans dans ce quartier-là. Ben, c'était pas comme ça dans ce temps-là. C'était pauvre, mais je dis, il n'y avait pas de gang de rue. Là. Et puis, j'avais 23 ans. C'était un choc. Ah, c'est sûr, vraiment. Moi, là, je découvrais ça, que ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce qu'ils font pour vivre? Les gens me voyaient, j'étais le seul blanc, puis j'étais en soutane blanche. Fait qu'imagine-toi, j'étais visible. Là. Je me promenais dans le quartier, ils disaient, mon père, j'ai faim. Les gens, ils ne me demandaient pas des prières, ils ne me demandaient pas des messes, ils me demandaient pas. Ils disaient, j'ai faim. Ils te demandaient de la nourriture. Tout le monde avait faim. Les gens mangeaient 2 fois par semaine dans certains cas. C'était épouvantable. Les gens mouraient de maladies et tout ça. Puis il y avait la dictature, les gens mouraient aussi assassinés parce qu'ils avaient parlé contre le gouvernement ou n'importe quoi. L'expérience d'Haïti, c'était la plus belle expérience de ma vie au point de vue humain. C'est un peuple que j'ai adoré. C'est des gens qui sont extraordinaires. C'est des gens qui sont résilients. Il n'y a pas un peuple au monde qui est aussi résilient que le peuple haïtien. Mais en même temps, la misère et l'exclusion d'Haïti dans le concert des peuples, c'est épouvantable, tout ce qu'on fait à ce peuple-là. Alors, moi, ça m'a reviré bout pour bout. Ouais. Là, toute ma conception religieuse, puis moi, je faisais des messes, puis les gens sont religieux, ils venaient aux messes, puis tout ça. Je disais, ben oui, moi, je fais des messes, puis eux autres, ils crèvent de faim. C'est 2 mondes. Et j'ai vécu des expériences très, très dures dans ce sens-là, quoique avec le peuple haïtien, j'ai vécu les plus belles relations que j'ai jamais eues dans ma vie. C'est un peuple que j'ai adoré. Alors, j'ai été expulsé après 4 ans pour avoir critiqué mon évêque qui avait encensé le dictateur qui venait d'assassiner 30 jeunes militants. Une histoire, en tout cas. Okay. Mais ça a fait que j'ai été sauvé des eaux. Alors, ces expériences-là que j'ai vécues, j'en ai vécu d'autres aussi, ça serait un peu long à raconter, mais je les raconte dans mon livre, c'est que c'était ma formation. J'ai vu que la mission, je n'étais pas en train d'aider du monde. Non. Je ne les aidais pas. Je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas leur donner à manger. Qu'est-ce que je vais faire pour les aider? Et ils m'ont donné une conscience sociale, une indignation aussi, de dire ça n'a pas d'allure. Puis moi, je n'oublierai jamais ça, cette expérience d'Haïti. C'est quelque chose qui m'a... J'étais en colère de voir qu'on tolérait des choses comme ça, puis que dans le monde, ça se passait comme ça. Je découvrais la réalité du monde, dans le fond. Ça t'a éveillé l'esprit. Ça m'a éveillé énormément.
Et puis, après ça, je suis allé en Équateur, puis j'étais au Chili, puis j'ai terminé dans 3 dictatures par me faire une idée de comment ce système-là, qui est la bête, comment ça opprimait les peuples. Et comment mon peuple, mon Canada, que j'aimais bien, faisait partie des oppresseurs. Puis je ne veux pas être là-dedans. Non. Alors, je veux collaborer à la libération de ces peuples-là, à leur émancipation, à leur libération, que tous les peuples puissent vivre en égalité, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond très bien à ma question, Ouais. merci. Comme tu le mentionnais plus tôt, tu as fréquenté beaucoup la jeunesse dans tes actions, c'est ça qui t'a donné un peu le souffle. Est-ce que tu aurais un message d'espérance que tu voudrais leur passer à tous ceux qui vont nous écouter ici, à tous ceux qui souhaiteraient justement faire du bien puis unir le peuple? Ben, moi, je pense que la jeunesse, l'expérience qu'on a vécue au Comité de solidarité de Trois-Rivières, c'était ça. Et ça fait 50 ans qu'on existe. Et moi, je me suis joint au Comité de solidarité à Trois-Rivières justement à cause de ça, à cause de mon expérience en Amérique latine, etc. Mais j'ai découvert qu'au comité, il est passé beaucoup de monde en 50 ans. Beaucoup de monde. Il y a des gens qui ont fait 1 an, une demi-année. D'autres qui ont fait 10 ans. Il y en a qui ont fait 50 ans. Bon, c'est pas la majorité. Ouais. Mais la plupart sont venus, ils ont travaillé 1 an, 2 ans. On disait, bon, on ne garde pas le monde, les gens s'en vont. On paye pas cher les salaires dans les organisations comme ça. Alors, on ne retient pas. C'est pas important. L'important, c'est que la mèche soit allumée. Comprends-tu? Si des jeunes qui ont passé au comité, je les retrouve 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après, c'est vrai au comité, mais c'est vrai aussi que les gens avec qui j'ai travaillé en Haïti ou au Chili, ces gens-là ont gardé la flamme. Ils ont été éveillés. Une fois que tu es éveillé, là, ben, tu pars et tu fais ton chemin. Mais tu ne te rendors plus, par exemple. Ouais. Ça se peut que tu te rendormes, mais là, à ce moment-là, on va être réveillé. Oui, c'est ça. Mais, alors, la jeunesse, c'est l'élément qui va changer le monde, ça, je suis certain de ça. Et c'était eux autres qui m'ont donné le goût de continuer tout le temps, parce que c'est des gens qui sont prêts à tout faire pour réaliser leurs rêves. Wow, c'est bien dit, c'est beau ce que tu dis. Tu as vécu pendant une dizaine d'années avec ta mère Annette Oui. à Trois-Rivières, dans son logement. Puis tu l'as accompagnée vers la fin de sa vie en même temps. Durant cette période, tu as fait aussi de l'accompagnement au sein de l'Arche de la Mauricie, un foyer pour les personnes handicapées. Puis à la résidence Cook à Trois-Rivières pendant un bon 25 ans. Ouais, quand même. Quand même. Est-ce que la proximité avec les aînés et la mort, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça a été une autre étape. C'est drôle comment la vie est faite. J'étais rendu à l'âge de la retraite, finalement, quand je suis allé rester avec ma mère. Je n'étais pas encore rendu à la retraite quand même. Mais jamais j'aurais pensé que j'étais parti de la maison à 18 ans. Et je ne suis jamais revenu. OK. Ben, je suis revenu mais, en visite. Brièvement. Mais j'étais loin. J'étais parti 20 ans quand même à l'étranger. On n'avait aucun contact. Il n'y avait pas de télévision, puis il n'y avait pas d'ordinateur. On se parlait une fois par année au téléphone, 3 minutes. Alors, c'est tout. Mais on correspondait. Alors, je revenais. Ma mère avait 85 ans, je pensais en fin de vie. Elle s'était brisée la colonne vertébrale, puis je me suis dit, ben, j'étais à Montréal, je militais dans les mouvements de la jeunesse étudiante. J'ai dit, écoute, veux-tu que je vienne passer du temps avec toi, que je vienne rester avec toi? Ben, elle dit, ton ministère, ben, mon ministère, j'ai dit, le bon Dieu m'a dit qu'il fallait s'occuper de ses parents. Honore ton père et ta mère. J'ai dit, ça va faire sur mon ministère. J'ai dit, ah ben, elle dit, si tu prends ça comme ça. Et je suis venu rester avec elle. Mais j'ai dit, je ne veux pas rester avec ma mère. Parce qu'une mère et un fils, ben, c'est une relation inégale. J'ai dit, on va être des colocs. Ben, elle dit, qu'est-ce que c'est ça, des colocs? J'ai dit, on reste ensemble. Mais j'ai dit, on est 2 adultes, puis on fait chacun notre vie. Elle m'a dit, correct. J'ai passé
Je pensais de rester une année ou deux. Je trouvais qu'elle était bien vieille, 85 ans. Ben, je suis rendu là. Puis j'ai dit, ben, je vais aller l'accompagner pendant les dernières années de sa vie. Ben, elle a vécu 11 ans. J'ai réalisé que ma mère n'avait jamais été malade. Hein. Ouais. C'est une femme qui n'avait jamais pris une aspirine. Puis là, avec sa colonne qui était écrasée, elle se pensait finie. Alors, 3 mois après qu'elle était arrivée, elle avait oublié complètement qu'elle avait mal au dos. Elle avait repris ses activités. Puis j'ai réalisé comment c'était important de ne pas laisser les gens seuls. C'est la solitude qui tue les gens. Alors, j'ai accompagné pendant 11 ans. Wow. C'était une très belle relation. On s'est redécouvert comme adultes. Et c'était elle m'a raconté un peu ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse. Ils n'ont pas eu cette génération-là, c'était la crise économique. Ils n'ont pas eu la vie facile. Ma mère a travaillé en usine de 14 ans à son mariage à 28 ans. 14 ans en usine à 60 heures par semaine, payé 10 cents de l'heure. Puis chef de famille, avec 9 frères et sœurs, et un père chômeur. Alors, j'ai dit, comment t'as fait? Ben, elle dit, c'était comme ça. Elle dit, j'allais à la messe le matin avant d'aller à l'usine. Elle avait le temps d'aller à la messe avant d'aller à l'usine, elle travaillait 10 heures par jour. Puis elle s'est occupée d'élever ses frères et sœurs, puis après ça, elle s'est mariée, puis elle nous a élevés. Une femme épanouie, on a eu du fun ensemble, on a ri, on a déconné pendant 11 ans. Ça a été magnifique. Un beau modèle aussi. Puis je l'ai accompagné dans sa fin avec un peu d'Alzheimer, puis tout ça, un peu C'était une expérience, j'ai appris à vieillir. OK. C'est ça que j'ai appris avec elle. Wow. J'ai dit, la vieillesse, c'est pas un drame. La vieillesse, c'est de la vie. Puis de la vie, on a un rythme plus lent, on est moins en forme, tout ça, mais l'important, c'est d'être capable, et puis comment c'est important dans la vie aussi, de se soutenir les uns les autres. On a une famille, c'est bien, on a des amis, mais c'est ça qui nous tient. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous aide à vivre, les uns les autres, de s'aimer, de s'entraider. Puis avec les 25 ans, c'était des années d'amour. J'ai adoré les gens que j'ai vus. Écoutez, je parlais de ma mère, mais tous ces gens-là, quand tu regardes leur vie, il y a des chefs-d'œuvre de personnes, des gens extraordinaires. Alors, ça va découvrir la beauté des personnes. Des beaux liens que tu as créés. Oui, c'est des beaux liens. Puis ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Merci Claude, c'est tellement intéressant ce que tu dis. C'est très inspirant ton parcours et tout. Merci. Je te remercie d'avoir pris le temps de venir avec moi. Merci, Florie. C'est un plaisir. Bonne poursuite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Média Espérance. On était avec Claude Lacaille aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine émission. Merci.